Bonjour Charlotte, bienvenue. Je suis très contente de te recevoir aujourd'hui pour cette vidéo podcast. J'ai envie qu'on discute un petit peu de toi, de ton parcours qui est quand même assez atypique, voilà, qu'on présente les ouvrages que tu as pu écrire. Voilà, toi à l'écriture et puis Chili Charlie, ton compagnon à l'illustration. Voilà, ça vaut le coup de le préciser. On va revenir plus précisément sur ton dernier livre qui est Cheminer, vers le bonheur avec le Bouddha. Donc préfacé par Mathieu Ricard, ce qui est quand même, voilà une petite victoire. Mmh. Est-ce que tu peux commencer avant qu'on rentre dans le vif du sujet par, te présenter? Eh bah, oui, avec plaisir. Bonjour Samantha, merci d'ouvrir cet espace, d'expression. Du coup, je suis Charlotte Cruz et je travaille en duo avec, mon amoureux compagnon, père de ma fille, illustrateur Chili Charlie. On a eu la chance de se rencontrer en Inde, à Dharamsala, tout au nord de l'Inde, et depuis cette, belle rencontre, ben, on chemine ensemble, vers le bonheur et vers nos créations pour, diffuser tout ce qu'on a pu apprendre. Alors qui je suis? Je suis une voyageuse, écrivaine, maman, exploratrice et en quête de savoir. J'ai eu la chance, de prendre ma retraite à 23 ans. C'est ce que j'ai décidé quand je me suis rendu compte que les schémas, qu'on me proposait ne m'allaient pas et du coup, bah, depuis ces 23 ans, j'ai transformé ma vie en laboratoire d'expérimentation pour voir jusqu'où on pouvait aller dans la quête du bonheur. Et donc au début, c'est passé par aller, le plus loin possible, le plus longtemps possible. J'avais vraiment besoin de couper avec, avec la source, pouvoir aller voir un peu la couleur des rivières, plus loin. Et petit à petit, à force de voyager, d'engranger des connaissances, l'envie nous est revenue de rentrer chez nous et de venir tester qu'est-ce que ça fait, quand on rentre dans le cocon familial et le cocon culturel, avec toutes ces nouvelles expériences en tête. Et on a trouvé ce va-et-vient entre le voyage, accumuler des savoirs, revenir, les diffuser, les incarner, super intéressant. Et du coup, bah, on a décidé d'en faire, notre métier en faisant des livres qui s'adressent aux enfants ou aux plus grands et qui tous, essayent d'apporter des questions pour ouvrir des voies, des cheminements vers le fait, de valoriser sa vie et d'en profiter parce que notre incarnation humaine est une grande chance qu'il faut pas rater. Voilà, donc aujourd'hui, tu es plus à la retraite, si je comprends bien? Oh, toujours un peu, hein, je à la retraite, c'est-à-dire que, tu sais, tout le monde disait tout le temps, j'entendais super souvent, «Quand je serai à la retraite, je pourrai faire. Quand je serai à la retraite, je pourrai faire ce que j'ai envie» et en fait, quand je dis: «J'ai pris ma retraite», c'est que j'ai décidé de ne faire que ce que j'ai envie et en y mettant beaucoup de ténacité, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus un facile et sans effort, mais en y mettant de l'effort, de la persévérance et toujours de la passion en accord avec nos valeurs, bah, du coup, on arrive à vivre de notre passion. C'est marrant, j'avais la même expression en disant: «Je prends ma retraite», bon à 33 ans, tu vois? Un peu plus tard, mais voilà, avec un peu cette même définition, donc je comprends bien ce que tu veux dire et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on transmet aussi avec cœur ce qu'on a à transmettre au monde, en fait, ce qu'on a vraiment à donner sans calcul, s voilà, sans tout ce qui est négatif dans le monde actuel. Donc comment s'est fait ta rencontre avec le bouddhisme et avec le yoga? Puisque ton livre Cheminer avec le bonheur vers le bonheur, pardon, c'est quand même basé sur des enseignements bouddhistes. Alors comment est-ce que tu es Mmh. rentrée toi dans ce monde? Et ben, par un hasard sans hasard. Alors moi, quand j'ai découvert donc tout ce monde du bouddhisme, du yoga et de l'Inde, hein, parce que c'est l'Inde, Mama India comme je l'appelle, qui m'a mise sur la route, j'avais du coup 27 ans. Donc c'était 4 ans après ma retraite et et je vivais, en Irlande et je m'étais toujours dit: «Moi l'Inde, ça m'intéresse pas, je serais pas capable de faire face». Mon papa y était allé dans les années 60 et il me racontait ses récits et je disais: «Non, moi la pauvreté comme ça, c'est pas pour moi». Et donc c'était vraiment une promesse que je m'étais faite et un jour, je réponds à une annonce d'emploi, d'une agence de voyage chamanique à Dharamsala. Alors moi, à l'époque, je vivais en Irlande, j'étais guide touristique et j'avais aucune notion de spiritualité, aucune, encore moins du yoga. Je ne connaissais pas le mot ego et pour moi, le bouddhisme, c'était, des statues de Bouddha dans le jardin de ma grand-mère et en fait, j'ai quand même été attirée parce que j'avais toujours eu une fascination pour le Dalaï Lama. C'est un personnage qui ressemblait un peu à mon grand-père, je pense, physiquement et je sais pas, j'avais beaucoup d'attachement pour lui et quand j'ai vu Dharamsala, je savais que le Dalaï Lama vivait là-bas et j'ai même pas capté que c'était en Inde. J'ai répondu à l'annonce, on m'a pris, j'ai pris un avion et c'est après quand j'ai capté que l'avion atterrissait à New Delhi que je me suis dit: «Ouh là, j'aurais dû ouvrir une carte avant».
et c'est parti pour l'Inde. Et donc en partant juste pour, travailler pour cette agence de voyage où moi je voulais simplement être dans la même ville que le Dalaï Lama et pouvoir espérer le croiser comme un rêve de gosse que j'avais depuis un moment. Et ben, je me suis retrouvée à suivre des enseignements bouddhistes et pas mal de yoga dans des ashrams, au nom de l'agence, puisque mon travail là-bas, c'était d'écrire des articles, qui permettaient de retranscrire et d'immerger les futurs clients dans les atmosphères, qu'ils allaient pouvoir croiser durant leur voyage. Et donc c'est comme ça que, bah, voilà, j'ai commencé à pratiquer le matin, méditation, un peu de yoga, puis à suivre les enseignements, notamment avec le geshe qui ont débouché sur ce livre. Et donc c'était complètement par hasard. D'accord, donc c'est un beau hasard quand même qui a donné Ouais. une direction, différente à ta vie, finalement. Tu te parlais de la rencontre avec, le guéché. Est-ce que tu peux nous en parler, nous dire, comment tu l'as rencontré et en quoi cette rencontre elle a pu changer, ta vie d'une certaine manière? Alors moi, il y a un mot que j'aime bien et enfin que j'ai appris là-bas et qui définit un peu tout ça, c'est le mot, sérendipité. La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose quand on cherchait complètement autre chose. Exemple, le vaccin contre la rage ou le petit pâté de Pézenas qui est fait avec du steak haché et de la confiture suite à une erreur, voilà, c'est ce genre de choses-là. Et du coup, moi, c'est ma sérendipité, ça a été, bah, notamment le guéché, mais en tout cas ce chemin vers le bonheur puisque je suis partie en Inde, sans le savoir, pour voir le Dalaï Lama, que je ne l'ai pas vraiment vu au final et que je suis quand même repartie toute chargée de ces beaux messages. Et du coup, le guéché, il faisait un enseignement de 2 heures et l'agence m'avait demandé d'aller le suivre, puisque c'était en anglais pour écrire un article dessus. Et à la fin de ces 2 heures, j'ai senti qu'il y avait un truc qui était en train de se passer de très transformant, mais c'était trop court et ça suffisait pas. Et donc j'ai commencé à suivre un peu son actualité et j'ai vu que, quelques mois après, il proposait, 5 jours d'enseignement sur, la méditation en pleine conscience et le bonheur. Alors forcément, je me suis inscrite et c'est là que tout a commencé. Donc toi, tu t'es inscrite, pour apprendre à être heureuse avec cette volonté d'amener plus de bonheur dans ta vie? Ouais, c'est ça, j'ai en fait, les 2 heures, ça a été juste une initiation et ce qui est extraordinaire avec le Geshe Lagdor, c'est que alors il est plus tout jeune, hein, c'est quand même un vieux monsieur, mais il a beaucoup voyagé puisque c'était l'interprète du Dalaï Lama, donc pendant plus de 15 ans, il l'a suivi dans tous les pays du monde pour traduire en anglais en simultané ses enseignements. Et donc il a une ouverture sur le monde qui est, absolument dingue et en fait, c'était la première fois que je rencontrais un sage comme ça. Alors c'est-à-dire qu'il a vraiment on dirait le Dalaï Lama, quoi. Il a la robe, il a le crâne rasé, il est assis sur la chaise, c'est un moine. Et son discours est tellement ancré dans ce qu'on vit nous en tant qu'occidentaux, c'est tellement adapté aux jeunes générations. Enfin voilà, il va venir parler, c'est le premier que j'ai entendu parler de charge mentale, avant même qu'en France ça soit le mot, passe-partout quand je suis rentrée. Et il a une manière en fait d'adapter toute sa connaissance qu'il a à ce qu'on vit dans nos réalités qui sont pas au fin fond de Dharamsala où c'est hyper facile d'être heureux parce qu'à part s'occuper de soi et de pas être en retard à son cours de yoga, on n'a pas beaucoup d'autres impératifs. Et c'est ça en fait qui m'a vraiment, séduit dans son discours et c'est là où je me suis dit: «Il faut que j'aille suivre ses enseignements», puisque vu ce qu'il a réussi à me transmettre en 2 heures, en fait, cette envie de prendre soin de mon intérieur, qu'est-ce que ça va être au bout de 5 jours? Et effectivement, au bout de 5 jours, ça a changé ma vie et aujourd'hui, grâce au livre qu'on a sorti, j'espère la vie de plein de lecteurs qui pourront en tout cas avoir accès à ces messages, innovants, pertinents, faciles à comprendre et incarnés dans nos présents, en fait. Je confirme que dans le livre, c'est facile à comprendre et Mmh. d'ailleurs, moi, ça m'a mise un petit peu en colère de voir à quel point c'était, simple, mais on ne le fait pas. Tout le problème est là, en fait, il vient, je pense, de ce décalage, quoi, entre ce qu'on sait ou ce qu'on pressent ou ce qu'on nous a dit et puis, notre incapacité à implémenter des actions. Est-ce que tu crois qu'on peut apprendre, à être heureux? Est-ce que le bonheur s'apprend comme une compétence, comme plein d'autres choses? Mais bien sûr et c'est ça que j'ai découvert là-bas, en fait. C'est que alors je vais pas généraliser, mais moi, en tout cas, dans mon héritage culturel familial, on on nous a dépossédés de notre responsabilité au bonheur. C'est-à-dire que ça dépend de l'extérieur, ça dépend, de notre salaire qui dépend de nos études, ça dépend d'une stabilité, de l'amour, du contexte familial et cetera. Et en fait, moi, ben, mes parents, ils ont forcément œuvré dans leur schéma pour que j'ai les meilleures chances. Donc, ils m'ont payé les meilleures études. J'ai été programmée à être performante. J'ai fait Sciences Po. Je suis rentrée à M6. Enfin, j'étais sur la lignée. C'est la fois où j'ai failli être prise, où j'étais prise à BFM que là, j'ai dit non, je prends ma retraite. Mais du coup, j'avais l'impression d'être allée au bout
de leur jeu, en fait, et je me rendais compte qu'en vivant à Paris, j'étais ultra malheureuse, quoi. Le réveil qui sonnait tous les matins, c'était une injonction à se lever. Je pleurais le matin en me disant: «Mais je vais passer ma vie à être réveillée par un bip-bip pour aller vendre des espaces publicitaires dans un truc qui fait pas sens pour moi». Et pourtant, dans le jeu, j'étais arrivée tout en haut à 24 ans et j'avais mon poste et je dirigeais des gens. Enfin, c'était n'importe quoi, en fait, c'était complètement incohérent et je savais pas. Pour moi, le bonheur, c'était quoi? C'était de continuer de l'accumuler dans la voie qu'on m'avait montrée et quand je suis arrivée, dans ces enseignements et qu'en fait, c'est une méthodologie. C'est juste entraîner son cerveau comme on va à la salle de sport, en fait, on va entraîner son esprit à choisir ses pensées et en fait, notre responsabilité, elle est 100 nous et c'était la première fois qu'on me mettait devant le fait de si tu es pas heureuse, en fait, c'est toi qui veux pas être heureuse et le cadeau de tout, alors je vous le dis, hein, pas de suspense, le cadeau du livre et de tous ces cours, c'est quelque chose, allez voir, c'est tellement décevant, tellement c'est simple, comme tu disais, c'est mais moi aussi j'étais en colère au début, non, c'est pas possible. C'est un mantra qu'il nous a offert et ce mantra, il est très simple, il dit: «Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux». Il y a pas plus simple que ça, mais écrivez-le sur votre porte, sur votre bureau, sur votre miroir, redisez-le: «Je fais la promesse de ne jamais rendre mon esprit malheureux». C'est super simple, mais déjà, essayez de le faire sur 24 heures, 48 heures, 3 jours, une semaine au quotidien, mais vous allez vous rendre compte, en fait, à quel point c'est nous qui nous infligeons les pensées négatives et donc c'est nous qui nous rendons malheureux et ça, c'est révolutionnaire parce qu'il suffit d'œuvrer, alors ça va pas se faire en un jour, hein, mais il suffit d'œuvrer, de suivre, en fait, les pensées et les méthodes pour calculer et comprendre son mécanisme de pensée et en fait, on y arrive. Il y a rien de plus simple que ça, mais il faut juste avoir la bonne méthode et juste pour compléter, mais qui est-ce qui connaît les mécanismes de pensée? Ça aussi, c'est super intéressant. Qui est-ce qui va étudier comment notre fonctionnement mental fonctionne? Qui est-ce qui va étudier entre, l'émotion qu'on ressent et l'action qu'on va faire? Bah, c'est les publicitaires, les politiques et les médias et eux, ils ont le mode d'emploi. Alors, on va pas leur laisser que le mode d'emploi, genre, on a aussi notre responsabilité de nous former nous et d'aller chercher nos voies du bonheur et c'est ça qui est magique dans ce livre et dans cet enseignement, c'est que ça nous remet au centre en disant: «En fait, dès demain, tu peux commencer à changer et quelle que soit la situation extérieure autour de toi». Tout Voilà. ça, ça suppose un vrai recul, sur soi, en fait, de déjà se dire: «Mes pensées, je les subis pas, je suis pas, je me fonds pas dans mon environnement à 100 il y a des filtres, en fait, il y a divers filtres entre le moment où on va voir quelque chose et le moment où on va avoir une action. Il se passe plein de choses finalement. Pour nous, c'est une fraction de seconde, mais donc déjà oui, il y aurait la nécessité d'éduquer pour qu'on ait ce recul et cette capacité à se voir, penser, à se voir agir. Donc il faudrait ralentir déjà un petit peu peut-être? Ouais, ralentir, ça c'est sûr, puisque quand on est dans cette espèce d'effervescence mentale, on se prend tout plein de fois et du coup, on est absolument incapable de se distancer et ça, c'est un réflexe de survie instinctif, c'est sûr. Et puis l'autre chose, c'est aussi commencer le plus tôt possible. Enfin, moi, j'ai commencé ce cheminement à 27 ans et encore, j'ai eu de la chance, c'était, assez tôt dans ma vie. Mais, il y a si imaginons si on faisait des générations où on apprenait aux enfants qui sont complètement, connectés de manière instinctive à leurs émotions, à pas perdre ce lien-là, mais justement à l'utiliser pour mieux se comprendre et c'est là où en fait on va faire des générations qui sauront et ça va de en fait, c'est comme conduire une voiture, on a tellement fait qu'on réfléchit plus, embrayage, passer la vitesse et cetera, ça se fait automatiquement et ben, en fait, le cerveau, c'est pareil. Et quand ça fera des années qu'on sera habitué à dire: «Ah tiens, je te reconnais pensée, perturbante» ou «Là, c'est la colère qui vient, là, c'est mon ego» ou encore pire, mon autosaboteur qui vient: «OK, tu es là, j'entends, je te vois». Alors c'est pas toujours facile de pas écouter, mais déjà de l'observer, de lui dire: «Tu es là, autosaboteur, tu es là, colère, pourquoi, d'où tu viens?» Mais rien que le fait de se poser la question, l'émotion, elle retombe. Et si on apprenait ça à nos enfants, bah, ça ferait des générations de personnes qui contrôleraient leurs émotions, dans le sens apprivoisé, hein, pas dans le sens muselé et qui du coup, bah, auraient vachement plus facilement accès aux mécanismes de fonctionnement et pourraient activer, les mécanismes du bonheur. Et quand on est dans le bonheur, bah, on consomme moins, on fait moins la guerre, on est moins énervé, enfin, je veux dire, le monde va mieux et l'humanité est sauvée. Vaste programme, mais c'est un peu l'idée, quoi. Donc là, c'est un changement, finalement, c'est ce qu'on vise d'une certaine manière, c'est un changement de société pour aller vers quelque chose de plus juste et de plus Mmh. humain, parce que bon, on part de loin, hein. Et en partant d'une transformation individuelle. Mmh. Est-ce que ça risque pas, d'une certaine manière, de nous éloigner des actions collectives? En disant: «Moi, je fais ma part, je fais, voilà, je prends la responsabilité de mon bonheur», et en même temps, est-ce que ça risque pas de nous dire: «Bah, comme je fais ma part, je fais suffisamment, j'ai plus besoin d'agir dans le collectif et j'ai plus besoin d'aller dans le changement de ce monde».
parce que moi aussi je rêve d'un monde où il y a pas le réveil le matin, moi non plus j'ai pas envie d'aller bosser à BFM, voilà, enfin, comment on fait pour parce que je pense qu'il y a une nécessité quand même de changer ce monde de l'extérieur aussi, non? Mmh. Bah, alors ça, c'est le grand débat et du coup, c'est quelque chose donc on a beaucoup abordé avec le guichet Lac d'Or puisqu'après les 5 jours d'enseignement, je lui ai écrit une lettre et on s'est vu pendant 6 mois pour être sûr que le message soit bien retransmis puisque je voulais pas mettre tous mes filtres au-dessus et ça a vraiment été une grande question et alors il y a 2 choses qui sortent de ça. C'est la première, enfin, c'est pas une idée nouvelle, hein, de commencer par soi pour changer l'humanité. Je veux dire même Gandhi qui est quand même, mondialement connu, c'est ce qu'il disait: «Pour changer le monde, il faut commencer par se changer soi-même», en fait et derrière les actions collectives, ce qui est intéressant, c'est quelle est l'intention, en fait. Parce que si on va se mettre dans une action collective pour changer le monde, mais que l'intention, c'est juste de gagner au niveau égotique un peu de pouvoir en plus, un peu de reconnaissance, et que c'est pas dans le don total, en fait, ça va pas fonctionner, puisque du coup, on va agir de manière collective, mais au final pour son intérêt personnel. Et c'est hyper compliqué d'être capable de donner de manière inconditionnelle, de s'engager pour une lutte collective de manière inconditionnelle. Si on n'a pas fait un travail intérieur, c'est très compliqué parce que forcément, on va venir remettre nos traumas, nos envies de nous soigner à travers le monde, et cetera. Et il y a aussi autre chose que le Dalai Lama, il dit, et alors ça, c'est une partie des choses qui au début me mettaient en colère et que j'ai réussi à complètement intégrer aujourd'hui. Il disait: Si c'est quelque chose que tu ne peux pas changer, ne t'inquiète pas. Et si c'est quelque chose que tu peux changer, bah, change-le et ne t'inquiète pas». En fait, l'inquiétude, la culpabilité, ça, c'est un truc, qui est en fait destructeur. Moi, je pense que c'est la source de beaucoup de maladies, cette culpabilité qu'on s'inflige et j'ai réussi, alors ça m'a pris du temps, hein, mais à me libérer de ça aujourd'hui. Par exemple, moi, je vis dans une bulle, c'est-à-dire que j'ai fait le choix, je n'écoute pas les infos, je ne lis pas les journaux, de nouvelles internationales, je veux pas et quand les gens me racontent ce qui se passe dans le monde, ben, en fait, ça me terrorise parce que je peux pas agir dessus. Alors c'est ce que disait le Guéchet, en fait, c'est soit on y va, on met les mains dedans, on va dans une ONG, on part sur place, on change quelque chose. Si c'est juste pour regarder et se laisser, teinter par, cette horrible, évolution du monde sans pouvoir rien agir, ça ne sert à rien, en fait et encore pire, c'est instrumentalisé et je vais vous dire un truc, c'est que la prochaine fois que vous regardez les infos parce que du coup, quand j'étais à Sciences Po, j'ai appris, les médias et comment est-ce qu'on nous manipule. Ça s'appelle la seringue hypodermique et regardez, la prochaine fois que vous regardez les infos, s'il y a un reportage sur la guerre, la famine, des gens qui souffrent, la publicité d'après, garantie, mais garantie, hein, c'est un produit d'hygiène, shampoing, dentifrice, savon. Donc en fait, ce qui se passe dans le monde, ils nous le montrent pas pour qu'on agisse et qu'on change des choses, mais ils nous le montrent pour changer nos comportements vers de la consommation. Et c'est là où il faut faire attention entre le fait de faire groupe et de changer la société en groupe, et le fait, si on se concentre juste sur soi, OK, c'est peut-être égoïste, qui est un mot qui est mal vu dans nos sociétés, mais c'est peut-être aussi la base de tout. Et ça, c'est un changement de paradigme qui est super important, que tout le monde ne peut pas avoir parce qu'il faut des gens qui vont se mettre dans la rue, qui se mettent en avant. Et il faut aussi des gens qui font juste le pas de côté pour montrer que ce qu'il peut y avoir après et comment est-ce qu'on peut grandir différemment. Donc c'est complémentaire. Mais si c'est souffrance pour vous de vous engager ou de ne pas vous engager, je vous invite vraiment à changer votre regard et à vous concentrer sur vous. Le temps de vous soigner et de vous mettre dans un état de bonheur suffisant pour pouvoir aller le diffuser ailleurs. D'accord, ouais, donc le changement et la prise de conscience passe par soi, par son intention et après, selon nos appétences et nos compétences, on va voir est-ce qu'on va s'engager davantage dans le monde ou est-ce qu'on va continuer à œuvrer, de son côté? C'est ça et puis il y a des milliers de façons de s'engager dans le monde. Enfin moi l'agence, la mini maison d'édition que j'ai montée avec mon chéri, elle s'appelle, La Goutte Créative et donc du coup ça reprend ce que tu disais, la légende du colibri qui est on apporte notre goutte, on fait notre part. Mais alors, ben, nous tu nous verras pas dans des mouvements de révolte, non. Mais par contre, voilà, on va faire des livres pour enfants, on va faire des livres de contes qui permettent de donner des bonnes graines, qui vont expliquer ce que c'est que la compassion, la bienveillance, la permanence avec des mots simples à partir de 4 ans. On va faire des livres qui reversent de l'argent à des associations sur place pour aider les enfants avec la culture. Donc c'est notre manière de faire notre goutte et il y a pas de parce que nous, ça nous va et de faire ça, c'est pas souffrance pour nous et c'est pas un engagement qui nous sacrifie. Donc trouvez la manière de vous engager au service du collectif, qui n'est pas un sacrifice pour vous et qui ne vient en aucun cas rogner votre liberté, votre bonheur, individuel. Et si vous trouvez ce moyen-là, eh ben, engagez-vous, c'est que vous êtes dans la bonne voie et là, vos actions, elles vont porter parce qu'elles auront une vraie intention, en fait, de légèreté pour vous derrière et du coup, vous allez pouvoir donner sans vous arrêter. Sinon, on s'épuise et du coup, le collectif, il avance pas et vous non plus et en fait, ben, c'est un cercle vicieux. Là, on touche à quelque chose de très profond puisque ça suppose, que chacun se connaisse suffisamment, pour aller chercher ce qui lui convient, ce qui le nourrit profondément aussi.
Donc on rentre, oui, on est en train de cerner la nécessité d'aller à un moment à l'intérieur pour chercher ce qui nous nourrit, ce qui nous fait Mais vibrer. oui, mais c'est le connais-toi toi-même. Alors je sais plus quel est le philosophe, je vais pas me tromper, dire une bêtise grecque, ça doit être un Socrate ou un Platon qui a dit mais on en revient toujours à la même chose, en fait. Si on ne connaît pas nos mécanismes à nous, de réflexion et qu'on peut pas, en fait, s'aider et si en plus on les connaît pas, on délègue à quelqu'un d'autre la responsabilité de les connaître et c'est là, en fait, où il y a un problème de responsabilité. Mais tu as raison, c'est un problème très profond et même si là, dans mon discours, j'ai l'air, très, assurée parce que c'est facile devant ma caméra aujourd'hui, forcément, il y a des moments dans ma vie où quand la vague d'émotions, elle arrive, comme tout le monde, hein, je me fais submerger et j'éclabousse de colère. Avec cette colère, gavure les gens autour, ça m'arrive encore. Mais le but, en fait, c'est de réduire ce temps entre le moment où on réagit et le moment où on prend de la distance sur notre, réaction et petit à petit, bah, de s'entraîner et en fait, la vie, c'est une méga expérimentation et de dire: «Bon, bah, là, j'ai pas réussi, OK» ou bah, là, c'est l'injustice. Ah, bah, l'injustice, ça me fait vraiment partir très fort. Très bien, alors pourquoi est-ce que l'injustice, ça me fait partir très fort? Et hop et on vient déconstruire et on vient construire et cetera et c'est en fait, c'est fascinant, on peut le prendre comme un super jeu et si en plus vous avez des enfants ou des petits autour de vous, mais jouez avec eux à ce jeu-là, quoi. C'est leur donner les meilleures chances dans la vie de se connaître et de pas être dirigés, par des pensées, des forces, des intérêts qui ne servent ni leur bonheur ni le collectif au final, quoi. OK, c'est vraiment intéressant de ouais, de voir ça comme ça. C'est assez loin du paradigme qu'on nous sert, de tout ce qu'on nous Mmh. présente, voilà. Ça suppose quand même, d'aller, ça demande pas mal d'énergie, mentale, voilà, d'aller chercher au-delà de ce qu'on nous présente. Donc très bien. Moi, j'avais une question sur, bon, sur le livre, sur plein de livres et d'enseignements, voilà, que j'ai pu suivre. Comment on fait pour, parce que quand on lit, ça paraît très structuré, c'est très clair, c'est plein d'optimisme aussi, hein. Donc ça motive énormément, on est très content. Mais par contre, quand il vient le moment d'agir, souvent il y a un blocage, il y a une différence, enfin, on on se rend compte que ces enseignements, ils sont pas si faciles à mettre en place. Est-ce que tu as des Mmh. trucs à nous donner pour qu'on puisse entrer dans l'action, amener une vraie transformation et sortir de l'idée? Il y a plein de choses qui sont, enfin, c'est facile d'avoir ses idées, c'est facile de se créer son idéal, mais quand il faut y aller, Bah, on revient sur la notion de discipline et d'effort, en fait et faire un effort dans le livre, Le Guéché, il le décrit comme, en fait, faire un effort, c'est juste faire quelque chose sur lequel on n'est pas habitué à faire, en fait, normalement et hem et en fait, quand on lit un livre, je vois tout à fait ce que tu dis, cette sensation de dire: «Voilà, on finit la dernière page, ça y est, j'ai tout compris, j'y vais». En fait, c'est comme un peu même un voyage, à l'ayahuasca ou avec certaines plantes ou même un gros voyage, à l'étranger. En fait, si on arrive à retenir 5 de ce qu'on a vécu à l'étranger ou dans un voyage ou dans un livre, en fait, c'est déjà gagné ces 5 là et pour aider, en fait, les lecteurs à justement embarquer cette sagesse avec eux dans leur quotidien, en fait, le livre, on l'a fait en c'est 100 petites réflexions et une réflexion, c'est une page. Et c'est presque un livre, en fait, qui a vocation à se lire comme un oracle. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez lu en entier, le matin, on ouvre au hasard, par exemple, là, aujourd'hui, allez hop, cette interview avec Samantha et Info Yoga. Alors, j'ouvre donc 50. Restons en alerte, soyons toujours présents et connectés à ce que nous vivons. Et il y a un tout petit texte. Bah, l'idée, ça peut être de l'ouvrir chaque matin et de se dire, bah, aujourd'hui, eh ben, je vais travailler sur ça. Et demain, je travaillerai sur, d'ailleurs, pourquoi faudrait-il aller méditer? Et essayer de comprendre ça. Et en fait, avec ces petites touches, c'est vraiment un livre de chevet, un livre de poche où on peut venir s'y référer régulièrement. En temps de lecture, la page, ça doit nous prendre à peu près, 45 secondes, on les a et ça permet vraiment d'inclure différentes thématiques au quotidien et de pas laisser s'évaporer ce qu'on a vu dans le livre si ça nous a saisi et l'autre technique aussi, c'est quand vous lisez un livre et le mien ou n'importe quel autre, hein, vous prenez des notes sur un carnet à côté et quand vous avez terminé le livre, ce qui va rester sur le carnet, c'est ce qui est le plus important pour vous et gardez ces notes-là. oui, donc en fait, c'est ne pas être passif aussi par rapport aux enseignements qu'on reçoit. Là, ta proposition, donc, c'est de lire, de laisser infuser sur la journée. Donc, on a toute une journée pour essayer d'incarner ces enseignements. On peut se dire, par exemple, aujourd'hui, je ne fais que ça, je me centre que sur cette phrase. Et puis, le fait de prendre des notes, ouais, je trouve que ça permet aussi de s'approprier ce qu'on lit. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, on redevient acteur, finalement. Ouais et puis ce qui est bien dans le livre, c'est qu'il y a aussi il y a des petites, modes d'emploi mis en pratique sur la méditation. Alors la méditation, c'est quelque chose qu'on entend qui est hyper à la mode en ce moment, on en entend parler partout. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que le point de vue, c'est qu'on peut méditer, en fait, partout, tout le temps. Moi, je médite, par exemple, en faisant ma vaisselle, parce que je n'ai pas de lave-vaisselle et que c'était un gros sujet de discorde, la vaisselle et donc on a décidé d'en faire un exercice méditatif.
on peut méditer tout le temps. Et en fait, l'application de ces enseignements, vous n'êtes pas obligé de prendre 2 heures dans votre chambre assis en position lotus. Loin de là. Moi, par exemple, au quotidien, je ne fais plus de yoga et je ne médite que quand j'ai un vrai besoin d'introspection et d'aller chercher quelque chose en moi. Mais parce que j'en ai pas besoin, parce que je vais méditer en marchant, parce que je vais méditer en faisant ma vaisselle, etc. Du coup, c'est vraiment un livre qui permet d'ancrer dans nos quotidiens. Et l'idée, c'est de pas avoir à faire un effort de prise sur notre temps, mais le seul effort qu'on a à faire, c'est de changer nos habitudes. Et c'est pas si compliqué. En fait, le premier pas, c'est le plus dur, c'est toujours pareil. Une fois qu'on a fait le premier pas, après on avance, quoi. Mais voilà, il faut se mettre en mouvement pour le premier pas. Et vous pouvez aussi faire des lectures en commune avec des groupes de copines, de copains, des proches. Par exemple, pour la fête des mères, moi je le lis, forcément ma maman l'a lu parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais on l'a lu ensemble. Et après, ça va être de s'appeler, de se coacher en disant: «Ah ben dis donc, qu'est-ce que c'est qui t'a fait écho? Sur quoi tu as réagi, négativement? Qu'est-ce que c'est qui t'a mis en colère?» Et on en parle. N'hésitez pas à vous regrouper autour de la lecture d'un livre et ça permettra de se coacher mutuellement. Ça, c'est une bonne idée. En plus, ça va vraiment dans le sens de transformation de la société. Ça permet de remettre du lien et d'incarner le changement. Donc, c'est vrai que c'est des super idées là que tu nous donnes. Heu, Moi, je trouve ça très bien. Après, alors là, c'est un peu la prof de yoga qui parle. Heu, j'ai beaucoup d'élèves qui me disent ça et bon, moi, j'ai les outils du yoga à leur donner, mais j'aimerais bien avoir, ton avis puisque tu as l'air d'avoir une enfin, tu intègres ces enseignements dans ton quotidien. Il y a beaucoup de personnes qui disent: «Moi, j'arrive pas à, je peux pas méditer, ou je peux pas faire la vaisselle en faisant la vaisselle. Je suis obligée de mettre un podcast, de lire un bouquin en même temps, de parler à quelqu'un». Il y a un besoin de stimulation, qui est en fait une peur d'un vide, un vide de enfin, il y a rien qui arrive dans notre mental et c pour certaines personnes, c'est douloureux ça. Comment on peut se sevrer de ce besoin de se remplir en permanence? Oh voilà, c'est une sacrée question que tu me poses. J'ai des pistes, après on est tous en chemin, moi la première, mais c'est vrai que ça passe en fait, méditer, c'est s'éditer, c'est je médite comme on édite un livre, en fait, c'est se poser en soi et prendre le temps d'observer ce qu'il y a à lire et en fait, si rien que l'idée de faire la vaisselle, faisant la vaisselle, c'est quelque chose qui vous fait peur ou qui vous est inconfortable, il faut absolument aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait. Quelle est la suite? Pourquoi on a besoin de se remplir? Et ouais, non, c'est un sacré cheminement. Hem, Est-ce que ça passe par aller chercher ses traumas? Je sais pas, en fait, là, c'est une grosse question que tu me poses. Heu, Moi, je sais que j'adore, c'est quelque chose que j'ai appris à apprivoiser. Donc j'ai du mal à faire le silence dans ma tête quand je médite, parce que j'ai un cerveau qui va à 25 000 en permanence. Mais moi, il y a un exercice que j'adore, c'est de m'asseoir, de ne rien faire et de regarder mes pensées, quoi. Et de regarder dans quel sens elles vont et quels liens elles font et comment je pars tiens, j'ai pas donné à manger au chat et que 10 minutes après, je suis en train de faire un concept dans ma tête, de fou pour sortir mon prochain produit d'atelier d'écriture, quoi. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est de regarder quelle pensée amène à quoi et à quel moment. Moi, j'appelle ça moi, je dis, ça me gratte. Vous voyez, quand ça gratouille à l'intérieur, que c'est désagréable. Ah bah tiens, il y a ça qui émerge. Ouh, c'est désagréable. Bon, bah pourquoi? Allez, hop. Et moi, j'utilise beaucoup l'écriture parce que j'organise des ateliers d'écriture thérapeutique, mais moi, j'ai toujours un carnet. Et quand ça gratte, bah tiens, je vais écrire la pensée. Puis je la laisse. Puis quelques jours après, je relis le carnet. Je dis, ah oui, ça m'avait pas plu. Bon, bah pourquoi? Et en fait, c'est juste un jeu. Moi, j'imagine un gros jeu de loi dans ma tête avec toutes mes pensées là. Et le but, c'est juste de regarder où est-ce qu'elles ont envie d'aller. Est-ce que je suis d'accord si elles vont toutes seules, complètement libres dans cette direction-là? Ou est-ce qu'elles me ramènent toujours à quelque chose de négatif et d'auto-saboteur? Quelle action peut faire émerger une pensée de fierté? En fait, c'est un jeu, quoi. Alors moi, je sais que c'est quelque chose que j'adore faire et par exemple, quand je fais la vaisselle, partir, je sais pas moi, de la couleur de l'assiette et puis finir par essayer de faire grandir en moi un sentiment de gratitude parce que oui, je fais la vaisselle, mais du coup, ça veut dire nettoyer pour ma famille, pour ma fille, pour mon chéri, ça veut dire faire quelque chose de propre dans lequel on peut remanger après, que c'est ordonné, que c'est rangé. En fait, c'est fascinant d'aller voir jusqu'où on peut aller en laissant libre cours sa pensée. Mais pour faire ça, on a besoin de silence, donc pas de podcast, pas de stimulation, parce que c'est déjà tellement riche à l'intérieur. Et l'objectif final, c'est même plus de les regarder, c'est d'arriver à arrêter la pensée, d'avoir vraiment ce vide et d'aller voir ce qu'il y a dans ce vide. Moi, je suis encore en chemin pour aller voir ce qu'il y a dans le vide. Mais en tout cas, le fait d'apprivoiser ses pensées, de pas en avoir peur, c'est vraiment chouette parce qu'on se rend compte que c'est génial ce qui se passe là-haut dans la tête, là. Et encore une fois, trouver quelqu'un, hein, trouver un compagnon, un pote, votre chéri, avec qui parler de tous ces cheminements intérieurs, parce que vous allez voir que si vous êtes plusieurs à le faire, on a tous les mêmes schémas et c'est super fascinant, quoi. Donc cultiver la curiosité pour soi-même, ce serait ça un peu le
challenge quoi, d'aller chercher, d'aller voir ce qu'il y a d'intéressant et d'agréable dans le fait de suivre ce cheminement et ce fil et d'aller tirer les fils en soi. Mmh. Bon, j'avais pris une citation d'un de tes livres qui est La Lime, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouah! Donc voilà, toi tu l'as en physique, moi je l'avais lu sur écran, mais ça n'enlève rien, vraiment à la profondeur de ce qui est écrit. Et donc la citation que j'avais retirée, c'était: «Vos proches peuvent tout vous donner, ils peuvent dépenser de l'argent pour vous, vous répéter tous les jours combien ils vous aiment, mais ce n'est pas assez pour le bonheur durable d'un être humain». Donc on le sait ça, enfin c'est quelque chose qu'on nous a répété aussi, «N'attends pas que tout vienne de l'extérieur», voilà, on a tendance quand même parfois à attendre que l'extérieur prenne en charge notre bonheur et à rendre aussi l'extérieur, responsable de tous nos maux. Comment est-ce qu'on peut dépasser ça? On en a parlé un petit peu tout à l'heure en disant: «Il faut Mmh. commencer par soi», mais comment on peut sortir de cette attente, de cette position un petit peu enfant aussi, qui est C'est de ça. dire: «L'extérieur doit, subvenir à mes besoins, m'aider, me soutenir». Bah, c'est exactement ça, j'allais dire, l'expression «infantiliser». En fait, on est dans une société qui nous infantilise et en fait, c'est le vrai combat, c'est de reprendre sa responsabilité et et effectivement, oui, on peut vous donner tout l'argent et tout l'amour. Généralement, on a soit l'un, soit l'autre, hein. C'est quand même pas souvent qu'on a les 2, hein. Hem Et pourtant, bah, pourtant ça suffira pas parce que si au fond de nous, on n'a pas fait la promesse de ne jamais rendre notre esprit malheureux, quoi qu'on nous donne, bah, en fait, on va se rendre malheureux. Il y aura toujours un petit rouage et même s'il y en a pas, on va l'inventer. Et le Geisha disait une image, une phrase, moi, qui me marquait beaucoup. Il disait, «Moi, je peux pas te prendre par la main et t'emmener au paradis et moi, je peux pas t'attraper par le pied et te descendre en enfer. C'est toi qui choisis». Et c'est vraiment ça, en fait, le alors aujourd'hui, je suis pas bouddhiste, hein, je tiens à préciser parce qu'on l'a pas dit au début. J'ai pas pris refuge. J'ai pris dans cette, religion ce qui me semblait important pour moi, mais ça, c'est une phrase qui m'est restée gravée, en fait. Et même, par exemple, aujourd'hui, j'ai ma fille, elle a 4 ans et ben, j'ai conscience que malgré tout ce que je lui donne, c'est pas moi qui vais l'emmener au paradis et c'est pas moi qui vais l'emmener en enfer. Je peux juste lui donner les outils pour qu'elle sache, elle, les mécanismes et qu'elle décide quel chemin elle prend. Et même d'un parent envers son enfant, on ne peut pas se responsabiliser sur le cheminement de son enfant. On peut donner tout ce qu'on peut, mais la conclusion, elle dépendra que de l'enfant. Et si déjà en tant que parent, on accepte ça, de redonner la responsabilité à l'enfant, ben en fait, ça va faire des générations qui seront responsables de leur bonheur. Et donc, bah alors là, c'est un peu, tu vois, reprendre le problème à l'envers, mais je pense qu'en responsabilisant les futures générations, ça va améliorer le problème. Et pour nous, qui n'avons pas forcément bénéficié de cette démarche de se dire le bonheur vient de toi, en fait, il faut accepter l'idée que le bonheur, il est possible. Ça, c'est ce que je disais dans l'article. Combien d'entre nous veulent vraiment être heureux? Et déjà, posez-vous la question et regardez dans votre tête, est-ce que vous avez vraiment envie d'être heureux? Parce que dans cette société où on est infantilisé, qu'est-ce que c'est qui est mis en avant? Bah, notamment les processus de victimisation. C'est comme ça qu'on va attirer l'attention. On a éduqué en disant: «Les parents, ils s'occupent de nous quand on crie, quand on pleure, quand on tape», c'est même aujourd'hui, moi, ma fille, quand elle veut de l'attention, elle va rentrer dans des comportements extravagants. Donc ça, c'est ancré en nous et du coup, ça nous déresponsabilise parce qu'on a besoin de se mettre dans cette situation d'infantilisé pour attirer la pitié, l'attention d'une manière un peu détournée et c'est ça qu'il faudrait réussir à changer et pour nous, bah, il faut juste, petit pas après petit pas, faire des petites actions pour reprendre notre responsabilité et ça peut être, par exemple, de faire un carnet et de marquer à chaque fois alors au lieu de faire un carnet intime où on va venir, pleurer et dire tout ce qui va pas bien, ce qui est très bien à faire, moi ça m'aide beaucoup, attention, je dis pas que c'est très, très bien, mais avoir un autre carnet à côté qui est le carnet de la joie. On fait jamais ça et d'écrire: «Aujourd'hui, j'ai une super joie ce week-end, on a été faire un festival pour enfants avec ma fille, on a annulé un festival où on devait aller travailler pour s'offrir ça. Ça a été une joie tout le week-end et ben j'ai écrit dans mon carnet, voilà, le fait de réussir à annuler un truc professionnel pour faire passer ma famille d'abord et me laisser aller là-dedans, ça a été super grande joie. Faites-vous un carnet de la joie, allez voir ce qui vraiment déclenche ces montées là de je suis au bon endroit au bon moment, c'est une évidence et c'est là et c'est maintenant, quoi. Et pour faire ça, ben il faut les écrire pour qu'on puisse les relire parce que notre cerveau, il va oublier, en fait. Ça, c'est une super idée parce qu'au quotidien, parfois, on se laisse un peu prendre par le quotidien et on peut se dire, «Je sais même pas ce dont j'ai envie parce que je me fais happer par tout le reste» et de se dire: «Il y a un carnet qui sert de garde-fou en disant: "Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça va pas, mais
par le passé, il y a certaines choses qui m'ont rempli de joie et qui ont donné du sens et ces choses-là, je vais aller les rechercher. Je trouve ça vraiment, génial. Ça, c'est une très bonne, Il y a autre chose que je fais qui m'aide beaucoup et qui vient de dire, en fait, que les autres peuvent tout donner pour toi si tu es pas prêt à l'accepter et si ton mental est pas, positif, ça ne marchera pas. Moi, je fais souvent, c'est des listes de je veux pas et je les fais une fois tous les 1 an et j'en ai des grosses, grosses que je fais une fois tous les 5 ans et c'est absolument merveilleux parce que j'ai gardé mes listes. J'ai commencé quand j'avais 18 ans et j'ai vu les listes de ce que je voulais pas il y a 18 ans et ça correspond à ce que je vis aujourd'hui. Mais entre temps, quand je suis passée par ma vie parisienne, j'avais fait d'autres listes qui correspondaient plus du tout. Mais du coup, je voulais une carrière, je voulais un nom, je voulais tout ça. Mais quand je regarde quand il y a 18 ans, je voulais voyager, être libre et marcher pieds nus. Et en fait, c'est super intéressant de voir cette évolution. Et dans les je veux pas, il y avait plein de choses qui ressortent aussi. Enfin, c'est assez intime, mais faites-le, faites-vous des listes de je veux pas. Pas tous les mois, tous les ans. Et faites-en une tous les 5 ans. Et essayez de rester fidèle à ce que voulaient les personnes, enfin, les différentes facettes de vous et de regarder ce qui reste, en fait. Et ce qui reste au fil des ans. Moi, il y avait toujours écrit sur ma liste, je veux écrire et je veux vivre de mes mots. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à faire. Et là, je sais que je suis dans mon chemin, que je suis dans ma ligne et que du coup, c'est droit et ça m'apporte beaucoup de joie et du vrai bonheur durable, en fait. Faites des listes. en tout cas, ça permet de clarifier, on a parfois, un petit, brouillard mental qui permet pas d'aller chercher, qui on est et vers quoi on veut aller et là, c'est vrai que le fait de mettre sur papier, moi aussi je trouve que ça peut aider, ouais, c'est un bon outil. Il y a quelque chose qui ressort énormément dans tes livres et de ce que tu dis, donc allons-y, c'est la notion d'amour de soi. Parce que finalement, sans amour de soi, on peut pas du tout aller chercher tout ça, on peut pas s'accorder du Mmh. temps pour cette introspection et on peut pas, voilà, prendre, heu, cette responsabilité. Si on n'est pas bien avec soi-même, si on n'a pas cet amour pour soi, c'est plus difficile en tout cas. Comment est-ce que ça se cultive? Bah, déjà, faut enlever la 1re étape, c'est d'enlever la culpabilité du fait de s'occuper de soi et ça a été, le plus dur à faire pour moi et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est un de mes gros challenges parce que j'avais bien réussi à l'intégrer, puis quand j'étais seule et maintenant que je suis maman, bah, forcément, ça vient remettre d'autres challenges dans le fait de se faire passer en premier. Mais le gâcher d'où je disais toujours: «En premier, c'est moi. En deuxième, c'est moi. En troisième, c'est moi et après, il y a ceux que j'aime» et pourtant, je veux dire, le Guéché Labrador, c'est un homme qui dédie sa vie, aux diffusions des savoirs, enfin, sa vie est entièrement tournée vers l'extérieur, mais parce qu'il a fait ce travail-là avant et ça s'applique, mais dans toutes les cultures, en fait, c'est même pas que dans le bouddhisme ou le tibétain. Qu'est-ce qu'on dit d'une maman qui vient d'accoucher? Que si on veut que l'enfant soit bien, il faut que la maman soit bien. Je veux dire, c'est la base de l'humanité. On peut pas s'occuper d'un enfant nouveau-né, qui pourtant est la personne, est l'état au monde où on a le plus besoin qu'on s'occupe de nous, si nous, on n'est pas bien et il y a une autre image qui m'a vraiment aidée à lâcher cette idée de culpabilité du fait de s'occuper de soi. C'est au Tibet, ils disent qu'avec une bougie, on peut allumer des milliers de bougies sans éteindre la première. Et pour eux, la bougie, la flamme, c'est le bonheur. Mais si tu allumes pas ta propre bougie, si tu allumes pas ta flamme, bah, tu peux rien allumer du tout. Et pour allumer sa flamme, selon les gens, ça prend plus ou moins de temps. Après, on n'a pas tous les mêmes héritages traumatiques, les mêmes manières, la même vitesse de faire. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Et ça a été fait parfois, au sacrifice, enfin, en tout cas au début de personnes qui comprenaient pas. Enfin, je pense à ma famille proche où je partais tout le temps de plus en plus loin et pense à ton père et pense à ta mère. Ben, ouais, mais non, en fait, je vais penser à moi et alors au début, ça a pas été facile et puis, ben, je vois aujourd'hui la relation qu'on a. Enfin, je suis heureuse, je fais le métier que je veux, mes parents, on est super soudés, ils défendent à fond tous mes projets. Alors ça a pris du temps, hein, mais ils ont compris. Et du coup, bah, ils font pareil, ils s'occupent d'eux et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il peut avoir. Donc je pense que pour réussir à s'occuper de soi, il faut déjà enlever la culpabilité avec laquelle on a grandi en Occident qu'il fallait pas s'occuper de soi. Clairement. Il y a le mot égoïsme qui est hyper négatif ici, mais en fait, c'est juste apprivoiser son ego. Et si notre ego, il est satisfait, si on est heureux de qui on est, eh ben, on a vachement plus de place pour, s'occuper des autres et on va moins être en réaction et on va moins aller chercher chez les autres ce qu'on n'a pas chez nous. Donc c'est très important et ça passe par, plein de mini actions, quoi. Je sais pas, prendre 1 heure pour soi, bon après ça, c'est les trucs qu'on entend partout, mais ou apprendre à dire non. Voilà, moi, c'est ma thématique du moment. Est-ce que ça me plaît, oui ou non? Bah, non, ça me plaît pas, mais je vais dire oui parce que. Bah, non, ah non, ça me plaît pas, j'y vais pas, quoi. C'est la chanson de Benabar sur le fait d'aller chez des amis où il veut pas y aller. Ben, au final, il vaut mieux pas y aller que d'y aller en faisant la tronche et en plombant l'atmosphère de la soirée. Voilà, faites-vous passer d'abord et
donnez-vous l'autorisation et j'irai même plus loin, le on a le devoir de se faire passer en premier parce que personne ne le fera pour nous. Ouais, et je pense que c'est même difficile d'aller, vers ça parce qu'on a tellement été habitués à ne plus penser à penser en termes de devoir et pas en termes de qu'est-ce qui nous fait vibrer profondément, qu'en fait, c'est très difficile à un moment de redéfinir ce qu'on a envie et c'est difficile de se faire passer en premier. Même au-delà de la culpabilité, mais il y a un manque d'habitude qui fait que, voilà, c'est pas Oui, et puis il faut savoir ce qu'on veut, ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Si on se pose jamais et qu'on laisse jamais nos pensées ou qu'on regarde jamais à l'intérieur, comment on peut savoir ce qu'on veut vraiment? Parce qu'entre enlever les attentes de nos familles, au-dessus, donc je parle parents, grands-parents, de nos familles en dessous, nos enfants, de nos conjoints, du collectif du travail dans lequel on vit, enfin de tous les cercles qu'on associe autour de nos amis. Ben, en fait, c'est très compliqué de savoir est-ce que ce que je veux, c'est moi ou est-ce que je le fais pour le regard des autres, pour avoir une appréciation, pour être acceptée dans la meute, pour pas être rejetée? Est-ce que j'ai un trauma de peur de me retrouver seule et en fait, c'est hyper complexe et pour aller démêler cette pelote de laine là de nos pensées et de nos mécanismes, ben il faut trouver un bout de fil à tirer et ça, c'est ce qu'offre en fait le cadeau de cheminer vers le bonheur, c'est de vous montrer le bout de fil à tirer pour vous. Il faut avoir l'effort et la discipline de continuer à démêler et la confiance qu'au centre, après avoir tout démêlé, il y a vraiment ce qui nous rend heureux. Et quand on a réussi à toucher cet état-là, mais c'est merveilleux. Je sais pas, les gens, ils vont parler de montée de Kundalini ou des grands termes comme ça, ou d'éveil, d'illumination. Après, il va rien se passer, on va pas se mettre à voler et tout ça, mais on va juste être en paix. C'est-à-dire que nos décisions, on est ancrés. Je dis oui, c'est parce que j'ai envie. Je dis non, c'est parce que j'ai pas envie. Et il y a une espèce de stabilité et du coup, on va attirer aussi, des choses stables autour de nous et en fait, tout va s'aligner et les gros obstacles de votre vie, ils vont s'effacer, en fait. Puisque vous allez être dans votre chemin et que comme vous savez pourquoi vous prenez les décisions, bah, ça sera beaucoup plus facile et de pas se heurter à des murs et des obstacles après. ouais, c'est très loin de la façon de penser, habituelle et je pense que ça serait salvateur de diffuser ça Mmh. donc voilà, c'est très bien d'avoir écrit, pour cette raison-là, quoi. Mais oui, là-dedans, il y a la clé du bonheur. Alors c'est pas un chemin, c'est pas une vérité, hein. Le guéché, il dit toujours: «C'est comme une main». Nous, on est là et il y a des dizaines de destinées qui nous attendent. C'est à nous, encore une fois, d'avoir la responsabilité de choisir celle qu'on veut. Donc là-dedans, c'est pas un mode d'emploi à suivre étape par étape, OK? C'est plein de pistes de réflexion pour que vous trouviez votre petit bout de laine et que vous ayez le courage d'aller démêler vos pensées, pour comprendre, en fait, ça c'est différent pour chacun, ce qui vous amène le bonheur et une fois qu'on l'a trouvé, eh ben, on va le cultiver comme un jardin. On l'arrose, on le chouchoute et ensuite vous allez voir que les gens autour de vous, ils vont commencer à faire pareil, tout seuls. Parce qu'ils vont voir dans quel état vous êtes et en fait, vous allez inspirer comme le colibri faire de votre part et on en revient à ce qu'on disait au début, changer l'humanité. Bon, c'est un sacré programme tout ça. Je vais voilà, me positionner un petit peu, comme un avocat du diable, j'adore prendre cette, posture. Il y a moi je trouve dans les milieux spirituels surtout, hein, que je côtoie énormément et dont voilà, parfois je sature, il y a cette injonction au bonheur qui est toujours présente. Il faut toujours, aller chercher plus de bonheur, c'est comme s'il y avait une avidité en fait avec ce bonheur qui serait jamais suffisant, alors que je pense que le bonheur est pas quelque chose de quantifiable, c'est pas un vase qu'on remplit, à un moment c'est plein, à un moment c'est vide, mais bon, ça n'engage que moi. Je suis un peu, j'ai l'impression que ça fait plus de mal que de bien, en fait, cette injonction. Comment est-ce qu'on pourrait se libérer de ça et aussi accepter que, le bonheur, c'est pas un état, de béatitude, constante, que c'est pas être toujours bien et c'est pas être toujours centré sur soi non plus? Comment est-ce qu'on peut faire des allées et venues, entre nos états, tout en cultivant un fond de bonheur, on va dire? Mmh. Bah, pour moi, le bonheur durable, le vrai bonheur, c'est de pas se laisser, submerger par nos vagues, qu'elles soient de joie ou de tristesse. Donc c'est pas être tout le temps, comme tu dis, dans un état de béatitude totale. C'est juste que quand je suis vraiment triste, c'est OK. Je m'assois avec ma tristesse, j'arrive à me regarder en disant: «C'est OK», avoir de la gratitude pour cette femme qui est triste ou qui est vulnérable ou qui est en colère et juste de dire: «Bah, la prochaine fois que la situation se représente, est-ce que je vais réussir à avoir plus de douceur dans la manière de la gérer et dans la manière de m'observer en réaction là-dessus?» C'est ça pour moi le bonheur. C'est juste de te dire: «Tu as le droit de traverser tous les états» et heureusement qu'on a toutes ces émotions. On peut se dire la peur et la colère, c'est des choses vitales pour nous permettre aussi de poser des limites et juste de les apprivoiser, de les accueillir
Et ça, c'est très, très loin de ce qu'on voit dans les injonctions au bonheur et je suis d'accord avec toi, hein, dans les milieux spirituels aussi, il y a des fois, il y a des propos qui me marquent, quoi. Mais moi, quand tu dis ça, ce qui me fait écho, c'est de me en fait, qui définit ce qu'est le bonheur aujourd'hui? Est-ce que c'est nous? Est-ce que chacun est capable de poser sur la table: «Bah, moi, mon bonheur», comme dans Mali, je vous disais quand j'avais 18 ans, bah, c'est de marcher les pieds nus dans la rivière et de pas avoir de réveil. Ça, c'est ma définition du bonheur. C'est pas forcément la tienne. Mais aujourd'hui, il y a un bonheur qui est stéréotypé et ça, c'est sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les influenceurs. Est-ce que le bonheur, c'est de se balader en bikini avec, le dernier, peignoir transparent au bord d'une piscine à Bali? Bah, si c'est ça la définition du bonheur qui est en train de s'insinuer en nous, bah, c'est compliqué parce que Bali, c'est une petite île et que si on veut tous y aller en même temps, on va pas rentrer, quoi, déjà. Et puis, c'est des rêves qui sont, pas forcément faciles à saisir. Donc on en revient encore, au lieu de dire c'est, cette injonction à être heureux. Oui, mais regardez, c'est quoi le bonheur? À quoi est-ce qu'on vous demande de calquer comme nouveau, schéma? Est-ce que vous êtes vraiment d'accord avec ça? Est-ce que ça peut être un autre schéma que vous voulez calquer de votre côté? Tu vois, je pense qu'en fait, la vraie démarche, c'est pas de dire: «Ah oui, il faut que je réponde au fait d'être heureux». C'est déjà d'aller définir pour soi, c'est quoi le bonheur? Et surtout quand on aura trouvé cette définition, ben, on se laissera plus embarquer par les idées de X ou Y sur, ce qu'est le bonheur et la joie. Moi, par exemple, les gens me disent: «Bah oui, mais tu médites pas». Ben oui, mais non, parce que moi, pour moi, mon bonheur, il dépend pas du fait de m'asseoir en lotus tous les jours, pendant 1 heure dans ma chambre. Ça dépend pas de ça. Donc je vais pas dans cette direction-là. Mais ça dépend du fait, pour moi, c'est créer. Donc il faut que je me trouve des espaces de création dans mon temps, dans ma semaine, où je crée pour rien, où je crée pour des choses et mon bonheur, il vient de là. Donc vraiment, redéfinissez qu'est-ce que le bonheur pour vous et ensuite courez après votre rêve à vous et pas après le rêve du bonheur qui nous est montré sur les écrans, quel qu'il soit. Et puis il y a un autre truc qui m'a fait beaucoup rire, j'ai vu un sketch il y a pas longtemps, notamment sur le yoga où c'était une indienne qui disait que le yoga, ben, aujourd'hui les Américains avaient mis leur nez dedans et c'était devenu un énorme, enfin les Américains, les Européens aussi, hein, un énorme business et de voir des filles qui couraient avec des, tu sais, des tenues super chères en disant: «Je suis en retard au yoga», machin. Bon, déjà, on n'avait pas compris le concept du yoga, quoi. Le fait d'être en retard au yoga, c'était un concept. Donc il faut faire attention, en fait, avec les images qu'on nous sert. Et j'en reviens toujours, moi, j'ai une très grosse défiance sur, la capacité de la société à vouloir nous faire acheter et du coup, ils ont commercialisé ces pratiques spirituelles et c'est aussi, c'est là le danger, en fait. Donc qu'est-ce qui est vraiment le bonheur? Posez-vous votre question, écrivez sur votre carnet de la joie, qu'est-ce qui est vraiment pour vous le bonheur? Et ça peut changer cette vision, d'année en année, de cycle en cycle et courez après votre vision, pas celle qu'on vous montre à la télé ou sur, les réseaux. On en revient toujours à la même chose finalement, c'est la connaissance de soi parce qu'on peut pas en faire l'économie et là on se rend compte, si tu veux pas, acheter une définition du bonheur qui n'est pas la tienne, finalement tu es obligé d'aller vers cette introspection et on peut pas ne pas aller vers l'intérieur à un moment. Ça a l'air Bah d'être si, tu peux passer ta vie sans le faire, quoi. Il y a, Soudan, j'en parce que je l'adore, qui est un homme que j'ai rencontré quand j'étais en Inde et je raconte l'histoire dans la Lime, qui a passé la tête par la fenêtre et qui nous a dit: «Est-ce que vous voulez venir boire une tasse de thé?» On connaissait pas, hein, évidemment, on a dit oui. On a dû passer 5 heures chez lui à l'écouter parler. Donc ce Soudan qui était là et qu'on a écouté, nous expliquait que c'est le concept de la tortue et qu'il fallait faire la tortue. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans sa carapace et laisser notre, émotion imprégner en nous avant de la sortir. Moi, il me disait que je riais trop. Je riais tout de suite et du coup, je diffusais ma joie comme ça et je la gardais pas au fond de moi et au début, je comprenais pas. Donc je suis retournée le voir 1 an après, j'ai repassé 8 heures avec lui et il m'a expliqué. Là, j'ai compris quand j'ai cette vague de joie et il faut la garder en soi, alors un peu, égoïstement pendant quelques secondes. Après, on la diffuse, hein, mais pour se laisser imprégner de ça, en fait. Et c'est ça, donc les émotions négatives aussi, qui va vous permettre de mieux vous connaître et donc de savoir quelles sont vos sources du bonheur. Mmh. Trouver ces sources du bonheur qui sont, indépendantes à chacun. Et heureusement, imaginez si on avait tous les mêmes sources du bonheur. On pourrait pas vivre, la planète, elle pourrait pas assumer tout. Donc il faut cultiver notre différence face au bonheur. c'est super intéressant ce que tu dis sur les émotions, sur le fait de les garder un petit peu. C'est un exercice qu'on donne pas en fait, que voilà, que je connaissais pas avant que tu l'exprimes dans là, maintenant et puis dans le livre. C'est quelque chose, voilà, c'est inhabituel, mais finalement c'est facile. On se rend compte, il faut avoir la conscience, il faut avoir l'attention pour le faire. Mmh. Et finalement, quand on a une grande joie ou quelque chose de plus négatif, c'est comme si on prenait le temps de savourer l'émotion avant d'aller la diffuser. Et on se rend compte même que la colère ou la tristesse peuvent être des choses qui ont une saveur aussi.
quand on la garde quelques secondes avant d'aller la projeter à l'extérieur. Mmh. Mais c'est ça, en fait, c'est une super métaphore de se concentrer sur soi et de en premier c'est moi, en deuxième c'est moi, en troisième c'est moi, après c'est les autres, en fait. C'est une vraiment belle métaphore parce que moi, il m'expliquait, par exemple, quand j'étais guide en Irlande, donc là, micro dans les bus, forcément, quand on voit une biche, qu'est-ce qu'on dit? On dit: «Ah regardez!» et là, tout le monde regarde, la biche s'en va. Et il me disait, bah, tu vois, parce que je lui ai expliqué que j'étais guide, et il me disait: «Bah, la prochaine fois que tu vois un truc chouette, juste pendant 3 secondes, tu regardes la biche, tu savoures et après tu le dis» et ça empêche pas les gens de la voir, la biche. Mais toi, tu as eu ton moment de: «Waouh, j'ai découvert, OK, c'est un peu pour moi» et ensuite on est trop content de le montrer parce que si on le sort tout de suite et que les gens ils font partir la biche, on est dégoûté parce qu'on n'a pas pu la voir. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est une belle métaphore cette idée de garder quelques secondes en soi avant de diffuser, quoi. C'est trop bien de faire ça. Mmh. Essayez la prochaine fois que vous voyez un truc cool, de le garder en vous quelques secondes avant de le montrer ou quand vous avez une grande joie, enfin, quand moi j'ai signé, mes contrats ou quand on sort un livre, ben, avant d'aller trinquer, faire une fête avec nos copains, voilà, on garde un moment de waouh, nous on est face au livre, on est là, ça y est, je l'ai fait, on met son nez dedans, on respire, on le regarde et c'est on savoure le travail qu'on a fait, quoi et ça empêche en aucun cas de savourer après avec les autres, mais on garde ce moment pour nous et c'est trop bien. C'est tout doux. C'est de prendre le temps aussi de ce que tu dis, c'est de célébrer, de pas être dans la frénésie, dans la consommation de sensations aussi, de passer, toujours chercher de l'intensité, de passer Mmh. d'une émotion à l'autre très rapidement ou d'une activité à l'autre. Prendre le temps, voilà, j'ai accompli quelque chose, alors je le célèbre, en moi aussi, avant d'aller manifester ça, à l'extérieur. Et oui, parce que quand on le manifeste, c'est aussi pour trouver une sorte de bon, pour D'écho. partager sa joie, voilà, mais d'écho, de gratitude, de validation, de légitimité. Regardez, enfin moi c'est ça, hein, regardez, vous m'avez toujours dit que je pourrais pas vivre de mes mots, qu'on n'est pas écrivain, qu'une femme ça écrit pas, qu'on peut pas voyager. Bah, du coup, à chaque fois que j'ai un livre, c'est un peu, je suis encore dans ce truc-là, je devrais plus, mais c'est encore un truc qui est dans mes mécanismes de dire: «Regardez, je l'ai fait, encore un». Mais avant de le faire, c'est moi, je remercie, quoi et d'ailleurs dans les livres de nos remerciements, c'est marrant, mais nous, sur les livres, la collection pour enfants, il y a une page forcément de remerciements. On remercie tous les gens qui nous ont aidés, mais ça termine toujours par merci à nous d'avoir été au bout de cette goutte créative. Genre on se remercie nous, Charlie et moi. Alors certains disent: «Oui, c'est très égocentré». Mais ouais, mais on l'a fait, quoi, donc on est content de l'avoir fait et c'est super bien, en fait, de s'auto-apporter de la gratitude parce que si on attend toujours la gratitude de l'extérieur, en fait, c'est fatigant, on va s'épuiser à aller tout le temps faire des projets pour les autres. Alors que de se dire: «Ouais, bien joué, bravo» et de se célébrer soi-même pour ce qu'on a fait et bah, si les autres, c'est un écho moyen ou bah, c'est pas grave parce que nous, on a eu notre moment de célébration et on sait pourquoi on l'a fait. Je pense que c'est essentiel, on peut pas avoir des actions alignées si on les fait en attente d'une validation extérieure. Si, la Mmh. seule personne qui a le pouvoir de valider, c'est nous, je veux dire nos actions sont forcément beaucoup plus en accord avec ce qui compte. Et là, tu vois, on fait la boucle avec la question du début que tu me demandais, est-ce qu'il vaut mieux comment on fait pour s'engager collectivement par rapport au fait de rester en retrait sur nous-mêmes? Mais c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est en fait l'intention de pourquoi on le fait. Est-ce que c'est pour une validation collective de nous-mêmes? On va s'engager? Ou est-ce que c'est pour un vrai truc qui nous anime parce que nous, on est au clair avec nous-mêmes? Donc tout se tourne autour, en fait. Mais c'est ça qui est fascinant. C'est parce que du coup, la vie nous donne des centaines d'exploits, la chance de pouvoir expérimenter les mêmes situations sous différents angles, jusqu'à ce qu'on arrive à trouver quel est le positionnement juste pour nous, qui est facile à tenir, qui est léger, parce que la légèreté, ça fait quand même partie aussi du bonheur. De pas avoir ce côté tout le temps à les épaules, etc. Et puis surtout de croire que c'est possible. Et nous, c'est notre engagement de montrer que oui, on a un enfant à bas âge, oui, on fait des livres, oui, on vit dans les Cévennes, oui, on a une vie moitié saltabanque, on gagne pas beaucoup d'argent, mais on fait quand même tous les voyages qu'on veut, on est heureux en fait. Et oui, c'est possible et on n'est pas des gens extraordinaires, hein. Je veux dire, ni Charlie ni moi, on lévite pas, on n'est pas bouddhiste, on n'a pas eu des montées de Kundalini, enfin, on est juste normaux, mais il y a un moment donné où on a décidé de ne pas rendre notre esprit malheureux. Et du coup, ben, on peut rendre les autres heureux, sans oublier cette première phrase, quoi. Déçue, moi j'allais vous demander une démonstration de lévitation, je suis vraiment, on pourra pas avoir ça. Bon. Non, je vais pas mentir, je peux pas l'éviter. Je voulais revenir sur, donc ce livre que tu as écrit, en partenariat avec le Guéché finalement. Vous avez, écrit ensemble, en tout cas tu as retranscrit, ces enseignements. Comment ça s'est passé? Comment, tu l'as approché et quel a été le processus créatif aussi pour aller vers ce livre qui est très accessible et qui est très ancré dans nos vies à nous? Et ben, j'y suis allée un peu au culot, enfin, je fais beaucoup de choses en spontanéité et du coup, au bout du 4e jour, d'enseignement, j'ai vraiment senti, voilà, le la révolution que c'était en train d'initier en moi
Et j'avais l'impression, alors j'étais un peu exaltée quand même, hein, j'avais l'impression que c'était vraiment le mode d'emploi pour sauver l'humanité, en fait, que si tout le monde pouvait venir dans cette salle écouter, on résoudrait quand même une grande partie des problèmes de l'humanité et donc des problèmes des humains. Et donc j'ai décidé de lui écrire une lettre pour lui expliquer que j'allais écrire un livre un jour, de cet enseignement et que comme j'étais, consciente que j'avais beaucoup de choses à encore travailler et gérer, j'avais peur de mal le retransmettre et de trop mettre de moi et de mon prisme d'européenne, dans le petit livre. Et donc dans la lettre, je lui demandais s'il était d'accord de m'aider à l'écrire et notamment, de travailler et de relire sur les questions où j'avais pas forcément, tout saisi. Et le lendemain, bah, il a accepté. Et donc, il m'a dit: «Bah, viens la semaine prochaine». Et donc on a fait avec, une amie qui était Anaïs, parce qu'au début c'est pas Charlie avec qui, Chili Charlie, on a travaillé sur ce projet-là. Et là, on s'est mis à un énorme coup de motivation et dans le week-end, en 2 jours, on a monté une maquette, illustrée du livre avec, toutes les notes que moi j'avais prises et elle aussi. Et c'est là, en fait, où on a décidé de diviser. Donc lui, c'était divisé en 5 rounds puisque c'était 5 jours et nous, on a décidé de diviser en 100 réflexions parce que ça nous semblait plus facile à absorber, en fait, pour nous et donc pour les futurs lecteurs. Et donc on s'est pointé la semaine d'après avec notre petit livre et puis s'en est suivi, ben, presque 6 mois de rendez-vous réguliers. C'est le seul homme qui a réussi à me faire lever à 4 heures du matin parce qu'on avait rendez-vous à 5 heures du matin. Ça se lève tôt les moines, hein, pour, travailler sur le livre et donc petit à petit, on a repris, bah, phrase par phrase. Donc le livre est sorti en anglais, idée par idée, tout, bah, le sens de ce qu'il voulait dire et ça a été une aventure, extraordinaire et donc il est sorti en 2019 en anglais, par la LTWA, la librairie tibétaine, donc le gouvernement tibétain en exil. Et après, ben, moi, je suis partie au Pérou, donc ça a été un peu plus long, de reprendre le projet. Et quand je suis rentrée en France et notamment après avoir eu mon bébé et je me suis dit: «Il faut le reprendre en français, quoi». Et donc 5 ans après, j'ai réussi à m'auto-traduire, parce que c'était pas si facile, parce que quand on a un enseignement en anglais, qu'on parle couramment anglais, qu'on est bercé dans l'anglais, de le reprendre 5 ans après et de trouver les concordances des termes en français, ça a été un sacré challenge, donc je me suis beaucoup fait aider, en relecture et puis, ben, après, j'ai demandé à Mathieu Ricard la préface et comme c'est un grand ami du Geshe Lagdor, puisqu'ils étaient interprètes du Dalaï Lama ensemble, non seulement il a pris la préface, mais il a relu les termes, sur lesquels j'avais des doutes et donc il m'a tout validé le texte pour me permettre aujourd'hui, d'avoir ce petit bijou alors qu'il a changé d'illustrateur entre-temps, parce que du coup on retrouve les illustrations de Charlie dessus et qui vraiment, permet d'être super abordable puisque c'était l'idée du Geshe à la base. On sent de toute façon que c'est un livre qui est, souvent les bons livres se démarquent par leur simplicité et un côté accessible. C'est clair. Si les Mmh. choses sont claires, il y a pas forcément besoin de 10 000 pages pour l'exprimer. Donc moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé, Ouais. dans ouais, dans ces enseignements. Et C'est en que même temps, ouais, pour ceux qui veulent aller plus loin, parce que c'est ça qui est intéressant, le but, c'était de faire du coup alors ça, c'est le guichet, de faire un enseignement, très simple. Ça, c'est le guichet dans la salle d'enseignement où on a reçu les enseignements sur sa chaire. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un enseignement simple, mais derrière, vous avez des liens qui vont vers, le site internet où moi j'ai traduit des heures de vidéos du docteur Choc, qui est un autre moine qui travaille pour le gouvernement tibétain. Tout est gratuit, hein, tout est en accès libre. Et donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez des heures de vidéos de méditation guidée pour aller travailler les thématiques en plus. Mais le but, c'est ça, en fait, c'est une porte d'entrée. Et si dans cette porte d'entrée, vous trouvez votre fil et que vous avez envie d'aller dérouler, il y a plein d'autres outils. Mais il n'y a pas que moi, hein, je veux dire, il y a plein de techniques de méditation, il y a plein d'autres choses. Mais c'est une porte d'entrée. Et le Geshe, il disait toujours, et je trouve ça fascinant quand il commençait son enseignement, ne croyez pas ce que je dis, mais allez expérimenter. Ne croyez pas ce que ce livre dit, mais allez expérimenter. Et si vous trouvez une seule chose qui peut vous aider, moi j'ai gagné mon pari, le Geshe aussi, c'est tout bon, et courez vers votre bonheur. bon, c'est d'un ouais, c'est merci pour ce mot, qui conclut très bien. J'ai envie de te demander quand même avant, donc ton dernier livre sorti, c'est Cheminer vers le bonheur. Mm. Est-ce que tu as d'autres projets créatifs en cours? Quels sont, avec Charlie même vos créations, sur le feu? Et ben alors nous, on essaie toujours de fonctionner de la même manière, même bien la rigueur. Donc à chaque fois qu'on a eu la chance d'aller vivre dans un pays et de partager la culture, on fait 3 types de livres. Donc ça fait des petites collections comme ça. Donc on fait toujours un livre de contes pour enfants illustrés. Donc ça, c'est, sur le Tibet. Vous allez avoir des jolies morales de permanence, karma, bienveillance, à travers 20 petits contes. Ça, c'est un petit bijou de trésor de sagesse, c'est le nom de la collection, pour initier les enfants. On fait un livre d'enseignement avec un maître référent et un carnet de voyage qui est donc la ligne dont on a parlé plus tôt, où là, c'est l'expérimentation, l'enseignement et comment l'expliquer aux enfants.
Et du coup, après l'Inde, on est parti au Pérou, vivre avec les communautés chamanes péruviennes. Et donc, pour l'instant, on a sorti le livre de contes, donc sur les Andes, où là, ça reprend toute la création du monde, d'après la Pachamama, jusqu'à la force intérieure qui est en chacun de nous, et le petit colibri, là, qui s'appelle la Kalpa. Et donc, on est en train de travailler sur le carnet de voyage de ce livre-là au Pérou, et qui va être fait sous forme d'une BD. Donc là, c'est un sacré ouvrage qu'on se lance, un beau challenge avec Charlie. Et du coup, le but, c'est d'expliquer comment, pendant cette année et demie, auprès des chamans et des plantes sacrées péruviennes, on a pu rencontrer l'archétype de la Pachamama, du bonheur, et initier une guérison individuelle assez profonde pour qu'aujourd'hui on puisse faire famille, alors qu'on était parti pour être libre et sans enfant toute notre vie, et comment on peut apprécier cette vie. Et voilà, enfin, c'est un peu de suspense. C'est la suite de l'histoire de la Lime, où la Lime, nous étions amis avec Charlie, et dans celui du Pérou, nous allons faire famille. Et ça arrive. C'est, une belle manière d'incarner ce que tu disais tout à l'heure. La définition du bonheur, elle est pas figée, elle évolue et donc pour vous, ça a été le cas aussi, Mmh. mmh. Donc voilà, bah, merci, un énorme merci Charlotte. J'ai trouvé, vraiment tes paroles éclairantes, et très ancrées dans le quotidien, en fait, très ancrées dans notre monde, en nous donnant des outils pour, bah, pour mettre du mieux, pour cheminer vers le bonheur vraiment. Donc merci à toi. Bah, ouais, super, merci d'avoir ouvert cet espace. J'ai bien aimé l'écho de ces paroles en moi. Ça fait du bien à chaque fois que je fais des interviews, enfin de le redire, mais du coup, ça s'ancre en moi à chaque fois. Et c'est ce que je dis quand je fais mes conférences sur le bonheur, je le fais comme cadeau pour les gens qui viennent, mais je le fais aussi surtout comme cadeau pour moi. Parce qu'à force de répéter les messages, ça finit par s'ancrer de plus en plus profondément. Donc n'hésitez pas à répéter les messages que vous avez compris de ce temps-là, de ce que vous avez entendu à vos proches, et ça vous permettra non seulement eux de leur planter des bonnes graines et de les initier, et puis vous de vérifier ce qui est bien rentré, ce qui vous a vraiment touché, et ce que vous avez envie d'aller expérimenter après.